Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire le bilan de l'été. Alors, je vais pas vous prendre juin avec parce que ce serait beaucoup trop long. Déjà que, bon, on va essayer de faire court. Je vais vous prendre que juillet et août. En juillet j'ai lu 11 livres et en août 15. Donc c'est beaucoup moins que l'année dernière où je crois qu'en août j'avais lu 20 livres et en juillet 15 ou 17 ou un truc comme ça. Enfin voilà, ça avait un peu explosé l'année dernière. Cette année c'est vachement plus calme dirons-nous. Je ne sais absolument pas où mettre l'ordinateur. Alors je pense que j'ai pas fait de review. On va se calmer. Je pense que j'ai pas fait de chronique pour tous les livres, mais pour quelques-uns peut-être. Donc on va tenter de les retrouver. Sachant que je veux faire ça de manière assez rapide, donc je vais pas m'étendre de manière tout à fait prolifique sur les livres. Il y en a beaucoup que j'ai lus pendant l'été qui ne sont pas à moi, donc soit que j'ai emprunté et que j'ai rendu depuis, soit qui sont des audiobooks, soit que j'ai lus en numérique. Du coup, il y en a beaucoup en papier, parce que j'ai fait un effort entre guillemets et j'ai lu beaucoup de mes livres papier, ce qui est vraiment pas mal. Celui-ci a pris un gros croche-tard, donc c'est vraiment pas mal, mais voilà, il y en a certains que je n'ai pas avec moi. Et donc le premier que je vais vous présenter, je ne l'ai pas avec moi, puisque c'est Mythe et Meuf tome 2 de Blanche Sabat. Alors j'ai fait une petite chronique pour lui, que je vais pas vous lire, que je vais vous donner, c'est tout. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Notamment j'aime beaucoup les dessins de l'autrice et j'aime beaucoup ses choix en fait de femmes, puisque dans Mythe et Meuf elle va nous parler de personnages de la mythologie, de personnages de la pop culture aussi, de femmes en fait, parfois fictives donc et parfois réelles. Et elle va nous en faire le portrait assez rapide, puisque il me semble que ça ne tient qu'en 2 pages. Donc il y a comment dire, c'est un peu comme dans Culotté que j'avais appris, vous avez le titre avec le portrait de la femme présentée, vous avez 2 pleines pages et il me semble que vous avez une dernière page avec un espèce de résumé en quelque sorte. Il me semble que c'est ça, je sais pas pourquoi j'ai du mal à m'en souvenir, mais voilà, donc j'aime beaucoup l'esthétique, j'aime beaucoup ça. Ici à nouveau dans le tome 2 c'est assez diversifié, du point de vue des origines, du point de vue de la provenance, du point de vue des analyses aussi, des thèmes qui sont abordés, des idées que ça fait émerger. J'ai surtout aimé la partie sur Poison Ivy, puisque cette fois elle faisait partie des personnages féminins qui étaient analysés. Et ça m'a donné super envie d'ailleurs de relire des comics avec elle. Dans le challenge perso que je me suis lancée, j'allais dire qu'il y avait un rapport avec Poison Ivy, mais c'est pas pour maintenant, donc je vais pas dire n'importe quoi. Mais voilà, donc j'adore Poison Ivy, j'ai très envie de relire des comics à son sujet. Je suis d'accord avec l'autrice sur tout un tas de points. Par exemple sur le personnage de Daenerys Targaryen et sur le côté très stéréotypé des personnages féminins dans Game of Thrones. À mesure qu'on avance dans la série, ça j'ai trouvé ça super intéressant et c'est aussi pour ça en fait que j'aime pas du tout la saison 8 et que voilà, tous ces super personnages féminins qu'on aime ou qu'on déteste hein, d'ailleurs, parce que bon, c'est pas parce qu'on est un personnage féminin qu'on est forcément adorable et que on est forcément une femme appréciable, mais tous ces personnages féminins étaient on va dire à la hauteur des personnages masculins qu'on voit d'habitude en fantasy, et là on sait pas, il est parti en cacahuète et on a des personnages féminins très stéréotypés qui font des choses très stéréotypées et qui se retrouvent plus du tout comme ces personnages féminins, forts ou pas d'ailleurs, qu'on a découvert tout au long de la série. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai détesté la saison 8, mais arrêtons de là, ne parlons pas de George R. R. Martin qui me tape un peu sur le système ces derniers temps. Du coup je l'ai écrit dans ma chronique et je m'en souviens plus maintenant. Je suis moins d'accord sur l'analyse sur les héroïnes shakespeariennes, parce que l'autrice disait que les femmes en fait étaient le jouet de leur passion, et que du coup elles étaient perdues à cause de ça et que c'était du coup très stéréotypique. Et en fait je me suis dit que ça fonctionnait pas trop parce que les personnages masculins aussi sont le jouet de leur passion. Je pense notamment à Othello dans la pièce qui porte son nom, puisque l'autrice mentionnait notamment Desdemone. Oui, j'ai découvert aussi des nouvelles figures que je ne connaissais pas du tout. Par exemple, alors je ne sais pas comment ça se dit, donc j'ai peur de dire n'importe quoi. Chang'e. Voilà, et Sainte-Soline que je ne connaissais pas. Donc j'ai passé un super moment, et c'est pas parce que toutes les idées de l'autrice ne sont pas les miennes que j'ai pas aimé en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai appris des choses, je me suis posé des questions. J'adorerais avoir d'ailleurs ces BD dans ma bibliothèque parce que j'adore cette collection Matin. Là, ça m'a permis de réfléchir sur tout un tas de choses et c'est aussi ça que je recherche en fait quand je lis ce genre de livre. Donc voilà, j'espère que l'autrice continuera sa série parce que j'aime beaucoup. Le deuxième, bien sûr j'ai perdu ma page, le deuxième livre c'est Libre comme une déesse grecque de Laure de Chantal. Alors le sous-titre c'est Dans la mythologie le meilleur de l'homme est une femme.
Et c'était vraiment très sympa. J'ai trouvé que c'était une façon très très différente de voir la mythologie. Puisque, alors c'est aussi comme ça que je l'enseignais à mes élèves du coup. La mythologie, on la voit souvent comme très très misogyne, hein, là, puisque la société grecque est quand même une société assez misogyne, où la femme n'a pas de statut social, enfin de statut social. Oui, en fait, la femme est une éternelle enfant qui passe de la tutelle de son père à celle de son mari, à celle de son frère si son mari meurt, ou à celle d'un oncle, ou bref. La femme n'est jamais indépendante, ce n'est jamais une citoyenne. Et du coup, voilà, c'est une société, oui, où la femme est là pour faire des enfants, quoi. Concrètement. Mais donc c'est souvent comme ça qu'on voit cette société. Et ici, l'autrice nous montre la mythologie d'une façon vraiment très différente, puisqu'elle va mettre en avant les personnages féminins et elle va montrer en quoi ces personnages féminins sont aussi des personnages. J'ai pas envie de dire forts parce que tous les personnages féminins sont pas forcément forts, mais en quoi ce sont des personnages qui sont mis en valeur, qui sont positifs ou négatifs. Il me semble qu'elle parle aussi de Médée par exemple, qui est pas forcément un personnage très très positif dans la mythologie. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Ça m'a permis aussi, comme Mythe et Meuf, de réfléchir de manière vraiment différente sur des sujets qui me semblent connus et que je pense bien connaître, parce que bon, quand même, la mythologie, je pense que je le connais un tout petit peu, au moins. Mais voilà, donc elle a classé ces femmes dans différentes parties. Donc vous avez les créatrices, vous avez les guerrières, vous avez les savantes, les battantes, celles qui disent oui, celles qui disent non, et les reines. Alors j'ai vu que certains lecteurs n'aimaient pas ce livre parce qu'elles considéraient que c'était une lecture très très étrange de la mythologie et très... pas du tout en fait, qui collait pas du tout avec la réalité. Moi j'ai trouvé ça passionnant parce que l'autrice va analyser certains mots, par exemple le mot parthénos qui est traduit souvent par vierge, donc le mot grec parthénos qui est traduit par vierge, qu'elle traduit différemment et qui nous permet d'avoir une interprétation différente de la mythologie. En fait ce que j'ai aimé c'est pas tellement le fait pas qu'elle redore le blason de la mythologie parce que j'adore quand même la mythologie, mais c'est vrai que c'est difficile parfois d'apprécier certains mythes quand on les lit et on se dit mais c'est un viol. Voilà, donc c'était une façon vraiment différente d'interpréter, une façon, oui, pas de redorer le blason, j'aime pas cette expression, mais vraiment une façon de remettre en avant les femmes et de montrer qu'en fait la mythologie c'est pas seulement de la misogynie, heureusement, parce que bon sinon pourquoi aimer la mythologie? C'est plus que ça, et je vais essayer de vous en parler un petit peu plus... Enfin il y avait un argument que j'avais mais je ne le retrouve pas là avec ma petite tête. Oui, j'ai dit que c'était une vision très puissante des femmes, et en fait je me rends compte en relisant le début de ma chronique que j'ai juste adoré en fait ce livre. Ça m'a un peu douché ce que j'avais lu, mais en fait, les autres chroniques que j'avais lues, mais vraiment j'ai trouvé ça, en fait j'ai adoré cette interprétation de la mythologie qui était tellement rafraîchissante je trouve par rapport à toutes ces... Enfin, on a beaucoup de réécritures de mythes en ce moment sur des femmes qui ont été oubliées, ou par exemple je pense au Silence des vaincus de Pat Barker, que j'ai pas encore lu, hein, mais qui s'attache il me semble aux Troyennes qui ont perdu, les Troyens ont perdu la guerre de Troie, donc elles sont vaincues, elles sont défaites, elles deviennent esclaves des Grecs, et donc c'est toujours une position de la femme assez soumise à l'homme et qui n'agit pas vraiment. Et là j'ai trouvé ça génial parce que les femmes redevenaient agissantes, même si elles sont pas toutes des guerrières, hein, puisqu'on a une section guerrière, même si elles ne sont pas toutes des guerrières, elles redeviennent des êtres à part entière qui ont une valeur dans le mythe, et j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai écrit aussi que j'avais aimé redécouvrir des déesses et des héroïnes que je connaissais, et d'autres, alors est-ce qu'il y en a que je connaissais pas? Il y en a pour lesquelles j'avais moins de... Oui, il y en avait quelques-unes que j'avais partiellement oublié, mais moi j'ai beaucoup aimé, oui, les histoires racontées, surtout que l'autrice s'appuie aussi sur l'étymologie pour nous parler de ces femmes. Elle analyse aussi des œuvres d'art effectivement, et elle nous rappelle que tout est sujet à interprétation, puisque nous, si on interprète la mythologie de manière très misogyne, c'est parce qu'on a conscience que la société grecque l'était, mais qu'on ne s'autorise peut-être pas à lire la mythologie différemment, parce qu'on peut l'interpréter différemment, puisque quelque part pas tout n'est pas sujet à l'interprétation, hein. Parfois c'est clair que voilà c'est comme ça et c'est tout, mais là c'est un mythe, voilà, donc, on peut en tirer d'autres choses et je trouve ça intéressant. Et donc j'avais écrit que j'avais cette vision aussi d'une société, d'une culture misogyne avec ces dieux puissants qui dégradent les femmes au rang d'objets et les placent en victimes, mais j'ai beaucoup aimé du coup que l'autrice me permette de les voir différemment, ce qui était vraiment pour le coup très rafraîchissant, et c'est pas comme ça que je l'ai appris, c'est pas comme ça moi-même que je l'ai enseigné, donc voilà, j'ai trouvé ça top. Et oui, alors là ça n'a aucun rapport avec le livre, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais j'avais lu quelque part, je sais plus où, que la mythologie c'était le premier réservoir d'histoire et donc le premier roman, et j'avais trouvé ça, enfin le premier roman du monde, et j'avais trouvé ça tellement beau, et voilà, et je vous montre un petit peu parce que je trouve ça
serait top. Donc on peut être d'accord ou pas avec cette vision des femmes dans la mythologie, mais moi j'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Et oui, c'est une façon de montrer que les femmes, dans la mythologie, peut-être pas dans la société grecque qui effectivement était misogyne, mais dans la mythologie, ils sont libres, ce qui est beau. Voilà. Et je lirai donc d'autres livres de l'autrice. J'ai Notre grammaire est sexy, une déclaration d'amour à la langue française, et dans ma wishlist j'ai aussi les 9 vies de Sappho. Donc j'ai hâte de les lire. Je vais utiliser... Non, je vais pas utiliser l'arbre à chat, il faut. Alors la suite... bon alors, je vais faire court parce que j'ai pas aimé ce livre. En juin, j'ai écouté les 2 premiers tomes de la trilogie de Lee Jackson, Good Girl's Guide to Murder, donc meurtre mode d'emploi. Donc le premier tome s'appelle A Good Girl's Guide to Murder, meurtre mode d'emploi donc. Et le deuxième s'appelle Good Girl Bad Blood, et je ne me souviens plus son nom en français. Donc j'ai écouté le dernier tome en juillet, As Good As Dead, donc je les ai tous écoutés, hein, et juste après j'ai écouté Killjoy, donc je vous parlerai rapidement. Et alors, je vais pas m'étendre pendant 107 ans sur As Good As Dead, mais plus j'y pense et plus je déteste ce livre, voilà. Je pensais d'ailleurs vous faire un... oui, j'ai changé voilà, ma note, c'est mieux. Je pensais d'ailleurs vous faire un Spotlight série, ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait un, dédié à A Good Girl's Guide to Murder. Je vais être brève, ce livre, au début je l'ai fini et je me suis dit mais je lui mets combien? Je lui mets 2,5, donc la moyenne, je lui mets 2, je lui mets 1 sur Goodreads, hein, donc c'est sur 5. C'est pas mauvais, mais c'est pas... Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai pas du tout apprécié la trajectoire qu'a pris l'autrice, que je peux pas vous donner si vous n'avez pas lu les premiers tomes, mais j'ai détesté En fait, au milieu du livre, il y a quelque chose qui s'est cassé, on va dire, et non. C'était dommage parce que j'avais trouvé qu'elle avait bien montré... alors, j'ai pas envie de vous spoiler, mais... il est arrivé des choses dans les tomes précédents, et donc notre personnage principal, Pippa, comment dire, on va dire qu'elle a bien montré l'état mental de Pippa dans ce tome 3. J'ai trouvé que c'était bien mis en place, c'était cohérent, c'était clair. Le ton était beaucoup plus sombre que dans les tomes précédents. J'étais contente de retrouver mes personnages parce que j'adore Pippa et j'adore Ravi, et j'aime être dans leur groupe, et voilà, j'adorais ça. Par contre, là, enfin... je vous dis, au milieu du livre, il s'est passé un truc et moi j'ai pas du tout accroché ça, pas du tout. Parce que j'ai trouvé que Pippa n'était plus elle-même, que c'était plus du tout cohérent avec le personnage, et non, vraiment non, non. Donc voilà, j'ai détesté en fait, plus j'y pense et plus j'ai détesté, et j'ai pas envie de m'énerver maintenant. Donc voilà, super déçue par ce dernier tome, parce que j'avais adoré les premiers tomes. J'avais pensé à regarder la série, en fait je vais pas la regarder parce que non, les personnages sont bien jusqu'au tome 2 dans mon imagination. Le tome 3, j'essaie de l'oublier. et non, tellement pas. Oui, c'était juste pas cohérent niveau personnage, donc voilà. On va s'arrêter là pour ce tome, hein, et si vous voulez, je vous ferai un spotlight série exprès sur meurtre mode d'emploi. Vous aurez une partie spoiler, une partie non spoiler, pour que vous puissiez savoir si vous avez envie de lire le livre ou pas. Et voilà. Et donc on passe au suivant, Killjoy, qui est donc un préquel à la série, que j'ai lu à la fin, parce que ça explique en fait comment Pippa est devenue cette espèce d'obsédée de meurtre, de true crime. Pour ceux qui connaissent du coup pas du tout la série, je vais la résumer maintenant. C'est l'histoire de Pippa Fitzmoby, qui est une jeune fille qui a décidé de faire son projet alors je sais plus en quelle classe elle est, je crois qu'elle est au lycée ou elle commence la fac, je ne sais plus, je crois qu'elle est au lycée. Donc c'est son projet de fin d'études ou de deuxième année de lycée, je sais pas, je comprends pas, enfin j'arrive pas trop à caler nos années, nous, en France, sur celles des États-Unis ou du Royaume-Uni. Mais bon, bref. Elle a un projet pour les cours, et elle a décidé de travailler sur... Je me souviens jamais du nom de cette personne, ça me saoule. Donc elle a décidé de travailler sur le meurtre d'Andy Bell, une jeune fille de sa promo, ou d'un an de plus qu'elle, je crois, qui est morte, tuée par son petit ami, et elle veut faire son projet de fin d'études là-dessus. Et en fait elle a un motif, on va dire, derrière. Elle veut résoudre le meurtre parce qu'elle pense que, elle doute que le petit ami ait été le meurtrier. Donc voilà, elle aimerait résoudre ce meurtre
Et ça c'est en gros le résumé du tome 1. Et donc dans le tome 0, donc le préquel, Killjoy, qui est vraiment très très court et qui était vraiment top. Enfin, j'ai retrouvé toute l'atmosphère de la série que j'adorais, je l'ai retrouvée là. Puisque en fait, ce que j'adore dans cette série, c'est les personnages, c'est le ton, c'est le fait qu'on ait du mixed media. Donc en fait, quand on écoute l'audiobook, on a des interviews de différents personnages, donc on a plusieurs voix qui nous parlent. On a la voix de Pippa, on a celle de Ravi, on a celle d'autres personnages qui sont interviewés, et j'adore ça. Donc là, dans ce petit préquel, on a Pippa qui est invitée à un anniversaire, et ça va être une espèce de Murder Mystery Party, donc une fête où il faut résoudre un meurtre, et tous vont être un personnage en fait de cette fête. L'un d'eux va être assassiné, et il faut que les autres convives découvrent qui est le tueur. Donc c'était super, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé donc retrouver, comme je vous l'ai dit, Pippa et différents personnages. Je ne vais bien sûr absolument pas vous spoiler, mais ça m'a fait du bien de retrouver la vraie Pippa et de comprendre en fait son obsession pour le meurtre, puisque, alors je vais vous faire une toute petite section spoiler maintenant. Ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait la conclusion à laquelle arrive Pippa, parce qu'elle résout le meurtre de la fête, la conclusion à laquelle arrive Pippa est très très compliquée, très alambiquée. Elle a essayé de trouver des choses du style oui mais machin a caché ceci, et du coup, enfin c'est vraiment très très complexe et c'est très très bien ficelé. Et donc la personne qui a créé cette espèce j'allais dire escape game, pas du tout, mais cette espèce de meurtre, la personne qui a imaginé toute l'action, c'est Jackson je crois. Oh mon dieu, je commence à devenir nulle avec les prénoms, c'est grave. Bref, c'est Jamie. Jamie donc va finir par lui dire ah oui c'est génial, effectivement c'est top, mais en fait ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est Bazar qui a tué machin. Et là Pippa enfin non c'est pas possible, puisque ça va pas, c'est incohérent. Et c'est là en fait qu'elle se rend compte qu'elle adore résoudre des vraies enquêtes en fait, parce que là du coup c'était pas vrai, du coup c'était pas cohérent. Et voilà, moi j'ai trouvé ça génial en fait qu'elle ait réussi à trouver un truc incroyable, et qu'en fait ce soit pas du tout ça, parce que son camarade n'a pas l'imagination qu'elle a, et n'a pas pensé à toutes ces incohérences, parce que il a jamais tué personne, donc vous voyez, c'est pas jamais posé la question. Donc voilà, j'avais trouvé ça génial. Et donc je vous recommande évidemment fortement cette série. Pas le tome 3, mais bon, je comprends que vous vouliez finir la trilogie, c'est logique, mais je vous recommande vraiment pas le tome 3. Ensuite, j'ai écouté Woman Who Made Science History, pardon, j'allais dire Science Fiction, pourquoi j'ai dit ça, de Leila McNeil. Donc c'est encore un audiobook, c'est un des Great Courses d'Audible. Alors comment dire, je profite de mon reste d'abonnement Audible pour écouter le plus de Great Courses jusqu'à ce que mon abonnement se termine, parce que je trouve ça passionnant. Et donc là j'ai appris beaucoup de choses sur des femmes dont souvent je ne connaissais pas le nom, et qui ont fait l'histoire de la science, qui ont permis à la science d'avancer. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Le problème c'est que j'ai beaucoup de mal à fixer enfin, les choses que j'apprends dans les audiobooks, j'ai beaucoup de mal à les fixer si je les écris pas. Et là je ne les ai pas écrits, puisque souvent quand j'écoute un audiobook je fais autre chose, donc je ne l'écris pas en même temps du tout. Et donc je pense que je vais lire un autre livre de l'autrice, c'est Forces of Nature, The Women Who Change Science, parce qu'il était déjà dans ma wishlist, et que du coup là ce sera écrit, fixé, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, mais c'était très sympa, ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur ces femmes et sur d'autres encore. Le livre suivant c'est The Last Duel, A True Story of Crime, Scandal and Trial by Combat in Medieval France, d'Eric Jagger, qui est traduit par Le Dernier Duel. Et alors je ne me souviens pas du tout de son titre en français. Il y a un autre sous-titre du coup. J'avais regardé le film avant, et en fait je ne savais pas qu'un livre existait. Et donc en regardant le film et en voyant que ça avait été inspiré par un livre, je me suis dit que fallait que je le lise. Alors c'est rarement dans ce sens-là que j'opère. En français c'est Le Dernier Duel, Paris, 29 décembre 1386. Bon, au moins ils ont réduit le sous-titre qui est énorme en anglais. Mais c'est souvent le cas, les non-fictions anglaises ont souvent des titres hyper longs, et en français on abrège un peu. Donc, pour vous résumer un petit peu, c'est l'histoire c'est une histoire de viol. Donc bon, toujours la joie, hein, ce genre d'histoire. En gros, Marguerite de Carouge, la femme de Jean de Carouge, accuse Jacques Legris de l'avoir violée, en fait, d'avoir profité de l'absence de son mari et du fait qu'elle ait été complètement seule chez elle pour venir et la violer. Et donc, c'est l'histoire, en gros, de ce procès et de l'issue de ce procès, on va dire, puisque en fait ça va aboutir à un duel judiciaire. Et donc on parle de dernier duel parce qu'il me semble que c'est le dernier duel de l'époque médiévale française,
Mais là du coup j'ai un gros doute, alors vous me direz c'est le titre, donc si c'est pas ça c'est un petit peu dommage. Et pourtant j'ai lu le livre et je trouvais ça passionnant. Hein. Mais il me semble qu'après ce duel en fait on va essayer de... Enfin le roi de France qui avait déjà interdit les duels, pas de complaisance mais les duels entre soi en fait, les duels qui ne seraient pas judiciaires sont déjà interdits à l'époque il me semble. Et là les duels judiciaires vont s'achever, c'est à dire qu'on ne va plus permettre que le procès s'achève par un duel. Et donc, le film était super intéressant parce qu'on avait dans le film, petite comparaison film-livre, on a dans le film les 3 points de vue. C'est-à-dire qu'on va avoir le point de vue de Marguerite de Carouge, le point de vue de Jean de Carouge et le point de vue de Jacques Le Gris. C'était super intelligent, c'était super intéressant et à la fin du coup on a le duel et son issue. Donc je savais déjà comment le livre se terminait. Et donc j'ai attendu super longtemps pour le lire. Je sais pas trop pourquoi exactement en fait. Je l'ai acheté dès que j'ai regardé le film. Et après j'ai attendu. Et alors déjà, je voulais vous montrer l'intérieur parce que déjà, bon, la couverture, je sais pas, moi je trouve qu'elle donne super envie cette couverture. Mais en plus le livre est illustré en fait. Et j'ai trouvé que ça permettait, enfin, je sais pas, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était fait. Voilà, vous avez des petites... et vous avez tout le long des cartes et des illustrations comme ça. Et donc j'ai trouvé que c'était top en fait. Et donc même en connaissant l'histoire, je sais pas comment l'auteur a fait, mais j'ai été complètement immergée dans le livre. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire renaître pour moi Paris à l'époque médiévale. Il y a un moment dans le livre, je sais pas si je l'ai noté, mais il y a un moment vraiment où j'avais l'impression d'être dans une rue et enfin c'était génial. Donc ça se lit un peu comme un roman. C'était super intéressant, c'était prenant. Même en connaissant l'issue, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir les mots de l'auteur, comment il l'expliquait. La fin était... bah voilà. Je savais déjà, hein, mais... Voilà. Et donc... ah oui, je tiens quand même à préciser que le duel judiciaire se termine par la mort d'un des 2 duellistes. C'est-à-dire que si c'est Jean de Carouge qui meurt, sa femme meurt avec lui parce qu'on considère qu'elle a menti. Et que donc en fait le duel judiciaire c'est Dieu qui décide en gros. C'est Dieu qui donne sa faveur à l'un des 2. Et celui qui perd c'est celui qui avait menti. Donc si Jean de Carouge meurt pendant le duel, Marguerite est brûlée. Voilà. Pas en tant que sorcière, hein. Elle est brûlée. Bon, voilà, c'est son châtiment. Si c'est Jacques Le Gris qui meurt, on considère qu'il était coupable. Et donc les 2 époux sont lavés en fait de tout soupçon. Et voilà, oui, c'était génial. Là, dans le résumé en français, on vous dit que Eric Jagger raconte ça comme un roman policier. C'est peut-être, enfin, je dirais peut-être pas roman policier, mais c'est vrai que c'est très précis. Là où il n'a pas d'informations, il donne des hypothèses. Il vous dit pas que c'est la vérité, hein, mais il donne des hypothèses. Et moi, j'avais trouvé, c'était génial. Vraiment, c'était top. Dans le film, c'est Adam Driver qui joue Jacques Le Gris. Matt Damon qui joue Jean de Carouge et je ne sais plus le nom de l'actrice qui joue Marguerite. Mais enfin c'était top, donc je vous le recommande tellement. En plus il se lit super vite. En fait c'est l'un des livres de l'année que j'ai préféré lire, où j'étais le plus immergée dedans. C'était le bon livre au bon moment, c'était génial. Voilà. Et en plus on en apprend beaucoup plus sur l'époque médiévale, sur la justice au Moyen-Âge, qui est beaucoup plus... dur qu'on l'imagine, par exemple en matière de viol, c'est voilà, c'est assez dur quand même. Enfin c'est assez dur. Non, je veux dire on s'imagine qu'au Moyen-Âge les gens, enfin les hommes pouvaient aller violer les femmes dans les rues et hop là c'est normal, c'est bon, c'est une femme. Pas... Alors on passe au livre suivant. Juste après avoir fini le dernier duel, The Last Do, je me suis dit qu'en fait j'étais à fond dans le Moyen-Âge. Il fallait que je lise des livres sur le Moyen-Âge. J'ai d'ailleurs acheté, il me semble, je vous ferai un book haul si vous avez envie, d'ailleurs le book haul de l'été. J'ai acheté beaucoup de livres sur la reine au Moyen-Âge, les relations hommes-femmes au Moyen-Âge, voilà, ce genre de choses, ça me passionnait, voilà, j'étais à fond dedans. Bon je les ai pas lus, tous évidemment, mais vraiment j'étais dedans. Et du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour reprendre ma lecture des Rois Maudits. Voilà, donc Les Rois Maudits, La Loi des Mâles, le tome 4, qui a donc pris un star. Hein, je souffre pour lui, mais bon, c'est la vie. Les Rois Maudits, que vous dire? Alors, c'est ce qui a inspiré Song of Ice and Fire, donc le Trône de Fer de George R. R. Martin. Donc c'est une partie de l'histoire française qui commence pendant le règne de Philippe le Bel, donc Philippe IV le Bel,
ça c'est dans le premier tome, donc le roi de fer, hein, c'est lui le roi de fer. On commence par la malédiction de Jacques de Molay qui est brûlé pour... qui est brûlé sur l'ordre du roi en fait. Donc attendez, je vais essayer d'être plus claire parce que là je sens que c'est n'importe quoi. Bon, dans le roi de fer, le livre s'ouvre sur la malédiction de Jacques de Molay, sur son bûcher. Il maudit le roi sur, il me semble, 7 ou 13 générations. Oh mon dieu, 7 je crois. J'ai un gros doute. Je ne sais plus. Mais bon, il y a un certain nombre de générations, dirons-nous. D'ailleurs, il n'y a pas un résumé là? Non, il n'y a pas de résumé. Merci. Le roi est maudit ainsi que le pape, il me semble, et quelqu'un d'autre, j'ai oublié qui. Guérande, Marigny, je sais plus, bref, c'était il y a longtemps que j'avais lu ce tome 1, que j'avais adoré. Donc voilà, ça c'est le pitch de départ on va dire, et on va suivre donc cette génération de rois français maudits. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, le tome 3 déjà un peu moins, et je me suis arrêtée, en fait j'avais commencé à lire le tome 4 et je me suis arrêtée parce qu'en fait il y a une partie de l'intrigue que j'aime pas du tout, en fait c'est la partie fictive que j'aime pas, parce que j'adore suivre les intrigues politiques, suivre les intrigues de cour, suivre les différents personnages royaux, les différents nobles, suivre par exemple le conflit de Robert d'Artois avec sa tante Mao, j'aime beaucoup. C'est aussi plein de... Enfin, il y a des choses absolument horribles qui se passent, hein. Il y a des... Voilà, c'est vraiment très Game of Thronesque, où du coup Game of Thrones est très roi mauditesque, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais donc c'était vraiment super intéressant, et en fait l'auteur a ajouté une intrigue fictive qui tourne autour d'un jeune lombard qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. J'aime tellement pas ce personnage que j'ai oublié son nom, c'est bien. Non mais il est partout, donc donnez-le-moi depuis vous. Guccio, voilà. Donc il a ajouté voilà, une intrigue avec un personnage d'italien qui s'appelle Guccio. J'aime pas cette intrigue. Voilà. Donc là, comme le tome commençait par ça, j'ai très vite décroché et j'avais arrêté de le lire. Et donc là, je l'ai repris vu que j'avais été lancée par le dernier duel. Et j'ai beaucoup aimé ce tome, à part l'intrigue fictive qui m'a énervée. Voilà. Mais j'ai adoré en apprendre plus. Et il y a aussi un élément qui m'a beaucoup énervée. Donc là, je vous mets une section spoiler parce que je suis obligée de vous en parler. Le truc qui m'a le plus énervé dans ce livre, et c'est pour ça aussi que je me suis dit que j'allais pas continuer, en fait, si, mais... Enfin, je vais finir la série, mais voilà, j'ai un peu de ressentiment là. Dans ce tome, l'auteur a décidé de tuer l'enfant de Marie et de le remplacer par le roi de France. C'est-à-dire que le roi de France vit, enfin l'héritier, donc Jean Ier, et il est mort en fait historiquement, hein, il est mort empoisonné. Enfin, on suppose qu'il est mort empoisonné. Mais là, il est mort empoisonné. Et donc là, dans le livre, il est sauvé. Et donc, le roi légitime, en fait, vit toujours, mais comme un paysan à la campagne, quoi. Enfin, mais voilà. Ça m'a saoulée parce que ça change toute l'histoire de France. Et j'ai pas du tout apprécié ça. Donc voilà, je me suis dit que ça m'a beaucoup énervé. Voilà. À partir du moment, en fait, où ça arrive, vers la fin du livre, ça m'a énervé. Et donc je me suis dit que je lirai plus tard la suite, mais je l'ai quand même lu, et donc je vous en parle juste après. Mais bon, ce tome, déjà là je me suis dit non. Donc un peu agacée par ma lecture, j'ai fait une petite pause et j'ai lu Tout Terry Pratchett de Stéphanie Chaptal et Yannick Chazaran, je pense que ça se dit comme ça. C'est un service presse que j'ai reçu des éditions ActuSF. J'avais très envie de le recevoir parce que bon, j'aime beaucoup la figure de Terry Pratchett et ce qu'il a fait pour la fantasy. J'ai adoré le prologue qui est écrit par, je ne sais plus comment il s'appelle, Benjamin Roche, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le prologue, j'ai beaucoup aimé certains aspects du livre, et en fait ce que j'ai préféré ce sont les interviews avec les traducteurs, avec Terry Pratchett, avec d'autres personnes. Le seul truc que j'ai à reprocher à ce livre entre guillemets, c'est que, et c'est ma faute en fait, j'aurais pas dû le lire comme ça, c'est que à un moment donné on a des résumés d'œuvres et c'est moins intéressant, j'aurais peut-être pas dû les lire en fait. On a des résumés de ces nouvelles, tout ça, et du coup là le livre m'a paru un peu moins intéressant. On a aussi pas mal de répétitions d'informations qui étaient déjà là avant, ce que j'ai trouvé un peu dommage. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé entrer un petit peu plus dans l'histoire de Terry Pratchett. Ça m'a donné aussi très envie de continuer à lire les Annales du Disque Monde.
et de découvrir d'autres de ses œuvres et aussi de découvrir les adaptations parce que du coup ça m'a aussi donné envie. J'ai aussi ajouté d'autres œuvres qui n'ont rien à voir avec les annales et donc je vous le recommande. Mais peut-être pas de lire comme moi d'une traite parce que pourquoi je fais ça, et puis peut-être pas aussi de lire les résumés des nouvelles si vous voulez vous les garder ou ce genre de choses. À la fin vous avez toute la bibliographie et ça c'était top, donc voilà je vous le recommande, c'était très sympa et ça m'a donné encore plus envie de continuer à lire Pratchett. Je suis ensuite repartie vers mon Moyen-Âge adoré. Je vous parlerai aussi de mes abandons. Donc ensuite je suis retournée dans mon Moyen-Âge adoré et je vais vous parler très rapidement de ce livre parce que je vous en ai parlé dans une des vidéos que j'ai tournées il y a très peu de temps. La Cité des Dames de Christine de Pisan. Incroyable, génial, formidable, imprégné, enfin clairement à lire avec le contexte du Moyen-Âge, hein, écrit donc au XIVe siècle, fin du XIVe siècle, au début du XVe, je crois que c'est fin du XIVe. Je ne sais pas, j'ai mis du chocolat sur mon livre. Ce n'est point écrit. Bah, vu qu'elle est née en 1364, bon, je pense que ça a été écrit fin du XIVe. Voilà, c'était super. Je vous l'ai mis dans mes 30 classiques préférés. Génial. C'était top. Que vous dire de plus? On nous parle de femmes de l'Antiquité, on nous parle de femmes du Moyen-Âge, on nous parle aussi beaucoup de religion évidemment. Et on a des réflexions. En fait, Christine se met en scène. Christine, je lui parle comme si c'était ma pote. L'autrice donc se met en scène dans le livre. Elle se pose tout un tas de questions sur les femmes. Est-ce que les hommes de son époque, certains hommes en tout cas, qui écrivent des œuvres littéraires ou des œuvres tout court, est-ce qu'ils ont raison de dire que les femmes sont mauvaises, qu'elles sont hystériques, qu'elles sont des sous-hommes? Est-ce que certains de ces hommes qui disent ça, ou qui écrivent ça, ont raison? Donc elle se pose la question et vont lui répondre droiture, raison et justice. Et donc voilà, va s'enclencher un dialogue entre Christine et ses allégories. Et c'était super intéressant. Je vous le recommande fortement. C'était hyper fluide à lire et hyper agréable. Puisque c'est traduit en français moderne en fait. Donc c'était top. Je vous le recommande vraiment. Allez le lire. Et puis vous découvrirez aussi du coup la première autrice et le premier auteur en général français à avoir gagné sa vie en écrivant. Donc raison de plus pour aller lire Christine de Pisan. Ensuite, je me suis dit que j'allais quand même retourner voir mes chers personnages des Rois Maudits. Et donc j'ai lu, alors, dans les éditions que j'ai, le tome 2 est séparé en deux parties. Donc j'ai lu La Louve de France. Et, ok, alors comment vous dire ça de manière tout à fait calme et serein. Ce livre m'a aussi énervée. Parce que ce qui m'a énervé dans le tome 4 continue dans le tome 5, évidemment. Mais surtout, ce livre m'a traumatisée. J'ai lu, je crois, la pire scène que j'ai lue de toute ma vie. Et j'ai lu Misery de Stephen King. Hein. Et j'ai lu aussi ça de Stephen King. Et je suis en train de lire un livre absolument horrible. Je sais pas où il est, où est-ce qu'il est. Voilà. Je suis en train de lire The Ruins de Scott Smith. Où il se passe des trucs absolument abominables. Mais là j'ai lu la scène la plus horrible que j'ai lue de toute ma vie. J'aimerais pouvoir l'effacer. J'aimerais pouvoir effacer cette scène de ma rétine. Et je ne peux pas. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, je me suis dit, oh, mais je vais devoir parler de La Louve de France, et donc je vais revoir la scène. Voilà, Mathieu m'a proposé de regarder la série Les Rois Maudits. Bon, il faut d'abord que je finisse de lire la série. Hein. Il me reste le tome 6 qui s'appelle Le Lys et le Lion, et le tome 7 qui s'appelle Quand un roi perd la France. Il m'a conseillé de ne pas lire le tome 7, mais je vais le lire quand même, parce que je vais finir complètement la série. Mais j'espère que dans la série télé, il n'y a pas cette scène, hein, parce que je peux pas regarder ça, moi, c'est pas possible. Déjà lire ça, c'était épouvantable, mais alors le voir, c'est même pas la peine. Donc, on va tenter de résumer ce tome. Je vous en ai pas du tout parlé, mais en fait, le titre ici, La Loi des Mâles, évoque le problème de la succession en France et le fait qu'on va tomber sur une loi, enfin, se tourner vers une loi salique où en gros, il n'y a que les hommes qui pourront hériter du trône de France. Voilà, je ne vais rien dire, c'est historique, hein, c'est le cas, c'est arrivé, et puis voilà. Et ici, on va nous parler donc de la Louve de France, c'est-à-dire d'Isabelle de France, qui est la fille de Philippe le Bel, de Philippe IV le Bel, la sœur de Louis X le Hutin et de Philippe V le Long, je crois, c'était son nom, et aussi de Charles
Charles je sais plus combien. Bref, donc c'est leur sœur, elle est la reine d'Angleterre et c'est sur elle qu'on va se concentrer dans ce tome. Ça m'a vraiment beaucoup intéressée, j'étais ravie de suivre Isabelle et d'en apprendre plus sur elle. J'ai ajouté plein de livres à ma wishlist sur elle, des non-fictions, des fictions. Voilà, j'ai envie d'en apprendre plus sur elle parce que je ne la connaissais pas du tout. Et par contre cette scène de fin, faut pas faire ça, faut pas faire ça, s'il vous plaît. En plus après j'ai fait des recherches pour vérifier est-ce que c'est vrai ou pas. Et il y a des doutes. Affreux. Cette scène de fin était affreuse. Donc je vous préviens, moi j'ai été traumatisée, pire scène que j'ai lue de toute ma vie, pire scène que j'ai imaginée de toute ma vie. Du coup, vous êtes prévenus. Mais donc on continue avec les conflits, avec voilà, le problème du duché d'Artois, les problèmes de succession, la malédiction aussi évidemment. Mais cette fin, c'était... J'aurais préféré qu'on me prévienne parce que vraiment c'était absolument abominable. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais vous laisser découvrir. Hein, voilà, c'est important. Et le dernier livre que j'ai lu en juillet, c'est Several People Are Typing de Calvin Kazulke, je pense que ça se dit comme ça. Je l'ai lu comme ça sur un coup de tête. C'est une science-fiction humoristique et horrifique qui se passe au travail. Et en gros c'est entièrement à travers des messages Slack. Alors je ne connais pas du tout Slack, je ne sais même pas si ça existe vraiment, je pense que oui, mais c'est un système de messagerie qui est donc installé dans le bureau, les bureaux de ce personnage. Je ne me souviens même pas de son nom parce que... Gerald du coup, ou Gérald, je ne sais pas comment on dit. Voilà, je vais retrouver ma chronique. Alors c'était un livre très très étrange. Je l'ai commencé parce que j'étais un peu intriguée et que je me suis dit oui voilà, allez tentons. Et c'est aussi parce que c'était écrit en mixed media. Alors en fait c'est pas vraiment des mixed media, en fait c'est juste des messages Slack, donc vous n'avez pas de narration. Et du coup je trouve ça un petit peu compliqué, enfin je trouve que c'est super original mais un peu compliqué d'apporter de la profondeur à un livre juste par des messages. Et enfin, sur ce point l'auteur est à la fois assez talentueux parce qu'il a réussi à doter ses personnages d'une personnalité à part rien que grâce à des messages. Et en même temps c'est quand même, enfin, c'est quand même compliqué de vraiment s'attacher au personnage et de vraiment aimer le livre à 100%. C'est plus une satire sociale du travail et de peut-être l'envahissement des différentes nouvelles technologies au travail, plutôt qu'un roman auquel on peut vraiment s'attacher complètement, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ouais, je trouve qu'il s'est mis un poids en plus avec cette espèce de format particulier. D'un côté ça fonctionne et d'un autre il manque quelque chose. Donc c'est assez intéressant et je l'ai mis en spoiler. Pourquoi j'ai fait ça? Oui, alors si vous ne connaissez pas du tout l'intrigue et que vous voulez entrer à l'aveugle dans le livre, je vais vous pitcher le livre, donc spoiler pour ceux qui veulent rien savoir. En gros, on se rend compte très rapidement que Gerald, donc un des employés de la firme qui a installé Slack dans ses bureaux, a été téléchargé dans le système Slack et qu'il ne peut plus revenir dans son corps. Voilà, ça c'est pitch. Très très bizarre donc. Et c'est assez sympa hein, comme intrigue, puisque ça laisse imaginer bah, voilà, la place de l'IA et ce genre de choses, puisqu'il va y avoir quelque chose avec l'IA aussi, donc je ne vais pas vous dire quoi, mais on se rend bien compte que bah, Geralt s'est pas téléchargé tout seul dans le truc. Hein. Donc voilà, donc, il y a quelque chose d'intéressant. C'est aussi un petit peu effrayant à certains moments, je vais pas vous dire pourquoi, mais voilà. Il y a aussi des trucs très très bizarres, très très bizarres, et aussi assez touchants. Voilà, c'est vraiment un mélange très bizarre. Voilà, le commentaire est assez actuel, hein. Les gens sont prêts à aller très loin au travail et aussi ils travaillent beaucoup avec des ordinateurs, avec des applications, donc voilà, il y a aussi peut-être éventuellement une critique des bullshit jobs, assez intéressant. Aussi la question du stress et de l'anxiété et du fait qu'on perd le sens au travail, ça c'était hyper intéressant. C'est à travers différents personnages, non seulement Geralt qui est le personnage principal, mais aussi les autres personnages. Voilà, c'était intéressant, mais je pense que le livre va pas me rester en fait, puisque c'était peut-être un petit peu trop particulier. Je sais pas comment dire ça, mais je suis pas sûre que ce sera un de mes livres préférés qui va rester toute ma vie avec moi. Et on va passer très 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 rapidement au livre que j'ai abandonné. Alors il y en a un derrière moi je crois. Ou est-ce que... Non, je l'ai abandonné en août, donc pas encore. Je vais vous parler que de 2 livres, en fait. Je vais vous parler de Because You Love to Hate Me, édité par Amery. J'ai complètement perdu tout intérêt pour ce livre malheureusement, puisque j'ai lu quelques nouvelles qui ne m'ont pas plu. Et donc j'ai pas envie de continuer. Notamment la dernière sur Sherlock, qui était une réécriture de Sherlock. Non, j'ai pas aimé. Donc voilà, je pense que je vais continuer parce que je l'ai mis dans ma liste des livres à lire pour le vlog Read It or Unhaul It. Mais
Ouais, non, non, non. Et j'ai aussi abandonné The Disappearing Act de Catherine Steadman, qui est traduit en français par... J'ai beaucoup aimé son livre, donc Family Games, qui a été traduit par Jeux en famille, je crois. Oui, Jeux en famille. Voilà. Et donc en français, le livre que j'ai abandonné s'appelle Emily a disparu. Mais en fait, ça se passe à Los Angeles et en fait, je crois que j'aime pas les livres qui se passent à Los Angeles. J'ai aussi lu Hidden Bodies en début d'année, qui se passe aussi à Los Angeles, la suite de You de Caroline Kepnes. Et j'ai vraiment détesté, donc enfin détesté. J'aime pas le décor. Et du coup, j'ai vraiment... Bah en fait, j'ai pas eu envie de connaître la suite de l'histoire, donc j'ai arrêté de lire. Voilà. J'ai aussi arrêté d'autres livres, mais que j'avais déjà mis en suspens, mais que j'ai juste définitivement, entre guillemets, abandonné. Voilà. Et il y en a 4 en août. 4 à noter quand même, 4 importants, dirons-nous. Est-ce que je commence par eux? Allez, je commence par eux. J'ai d'abord abandonné Étymologie d'Andrea Marcolongo, que j'ai acheté cette année et que je trouvais super intéressant parce que c'était l'idée que notre vocabulaire s'appauvrissait et qu'il fallait revenir à l'étymologie pour retrouver le sens des mots. Mais en fait c'est très très confus et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, puisque vraiment l'autrice, enfin elle part dans tous les sens en fait, et du coup c'est vraiment pas, je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça organisé, ça m'a assez rebuté, donc j'ai arrêté de lire. J'ai abandonné Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. J'avais passé les 50%, mais je ne pouvais plus, je ne supportais plus les personnages. Je n'ai pas réussi à m'attacher à eux, je les ai trouvés insupportables et je les trouve incohérents parfois. L'intrigue est faite à base d'enlèvement, de duels et de combats à la chaîne, et j'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé ça, oui, un petit peu incohérent au niveau du caractère des personnages, et voilà, ça m'a pas plu. Mais on m'a conseillé du coup de lire Le Vicomte de Bragelonne, qui suit les mousquetaires quand ils sont plus âgés, donc c'est plus mature. Et j'ai aussi vu, je ne sais plus où, je crois que c'est dans la biographie d'Alexandre Dumas que j'ai vu ça, que c'était, alors, son livre préféré je crois, mais aussi son meilleur livre. Donc bon, je lirai Le Vicomte de Bragelonne, mais par contre les Trois Mousquetaires pour l'instant on va les laisser de côté parce que non. J'ai aussi abandonné Petit éloge de la lecture de Pef, parce que l'écriture était très très alambiquée et les anecdotes ne m'intéressaient pas en fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, donc j'ai préféré laisser de côté. Et enfin j'ai abandonné Les Égéries de la Révolution de Jean et Marie-Josée Tullard, j'étais à 30% et ça m'a vraiment agacé ce livre, parce que déjà j'aurais dû me méfier du titre, Égérie. Puisque moi je m'attendais à un livre sur les femmes de la Révolution, donc non seulement... Théroigne de Méricourt, qui ne s'appelait pas du tout comme ça d'ailleurs, je l'ai appris là-bas, enfin dans ce livre. Théroigne de Méricourt, Olympe de Gouges, et les femmes de la rue, comme Renaudot, ce genre de personnes, Pauline Léon aussi. Et alors il y avait aussi, attendez, je voulais surtout lire sur... Ah mon dieu, j'ai oublié son nom. Oh, je suis quelqu'un d'affreux. Charlotte Corday, voilà. Je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Camille, n'importe quoi. Donc bref, Charlotte Corday aussi. Et en fait, le livre, dans l'introduction, nous explique pourquoi les auteurs ont choisi le nom d'Égérie, et j'aurais dû m'arrêter là, mais je me suis dit non, j'ai envie d'en apprendre plus sur ces femmes, donc allons-y. Puis surtout la Révolution, c'est pas vraiment une période historique qui m'intéresse vraiment beaucoup, je suis beaucoup plus intéressée par l'Ancien Régime et par les dynasties royales en fait françaises, donc j'avoue, la Révolution c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est aussi tellement violent et il y a la terreur derrière, et voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Et là je me suis dit non, mais j'ai envie d'en apprendre plus sur cette période qui m'est globalement inconnue. Et en fait non, parce que déjà la chronologie, je m'en suis rendu compte après avoir abandonné, mais je n'en pouvais plus de ce livre, donc non. La chronologie est à la fin. J'aurais dû la lire au début, mais je ne savais pas qu'elle était à la fin. Donc la chronologie est à la fin, et c'est ça qui nous explique en fait le déroulé des événements, puisque c'est tout... Enfin, dans ma tête en fait la Révolution c'est tellement confus, tout ce qui s'est passé, que voilà, j'ai des espèces d'étapes qui sont claires dans ma tête. Mais après, enfin là, on avait des espèces de tableaux de femmes et on avait leur histoire comme ça, mélangée aux faits historiques. Enfin, c'était pour moi très confus. Et on nous parle beaucoup du fait que, par exemple, Théroigne de Méricourt est très belle. On nous parle du fait que je ne sais plus qui n'a pas pris machin pour amant, mais ils sont restés très amis. Qu'est-ce que je m'en fous? Parlez-moi de leur rôle politique, c'est ça le but. Et donc, si ça s'appelle les égéries de la Révolution, c'est parce que en gros, ces femmes n'ont pas pu s'exprimer pendant la Révolution, ou si elles ont pu s'exprimer pendant la Révolution, on n'a pas suivi ce qu'elles ont dit, et après coup, par exemple, Olympe de Gouges s'est fait guillotiner, d'autres sont devenues folles et ont été internées, on a oublié leur rôle dans la Révolution, et du coup, les auteurs voulaient montrer ça en fait, que les femmes ont joué un rôle, ou plutôt auraient pu jouer un rôle, mais en fait non. Et ça m'a énervée, voilà. Ça m'a énervée parce qu'elles étaient là, oui, les femmes du coup... étaient
Et j'ai ri au sens où elle soufflait des idées aux hommes, suivis ou non. Et bah non, par exemple, l'arme de gouge, elle a suivi, enfin, non. On nous explique aussi à un moment donné, je ne sais plus pour quelle femme, parce que du coup, j'étais tellement énervée par ce livre que voilà. On nous dit que telle femme n'a pas influencé des hommes, mais elle a influencé la foule. Et alors? Mais du coup, elle a eu un rôle quand même, qu'est-ce que je me raconte? Donc voilà, donc ça m'a énervée. Du coup, je lirai autre chose. Voilà, voilà. Et oui, effectivement, sans doute que les femmes n'ont pas joué de... Enfin, pas joué de rôle décisif, j'en sais rien du coup, vu que je n'ai jamais vraiment étudié la Révolution française. Mais voilà, je sais pas, j'ai pas du tout aimé le ton et la façon dont on parlait de ces femmes. Donc bon. Je trouverai un autre livre qui me plaira plus par son ton et par le fait qu'il parlera des femmes pendant la Révolution. On passe donc au livre que j'ai fini en août. Bon, alors, j'ai fini Le Comte de Monte Cristo, du coup tome 1 et tome 2, je vais pas vous en parler 3000 ans. C'était mon livre préféré de 2024 jusqu'à peu, mais il a été détrôné par un livre que j'ai lu récemment et dont je vais vous parler. Mais voilà, j'ai fait toute une vidéo dessus, je ne vais pas y revenir, j'ai pas envie de vous en reparler pendant 107 ans. Je ne sais pas où mettre le livre. Allez, ici. Et donc ensuite, j'ai lu Céleste, tome 2, Il est temps, Monsieur Proust de Chloé Cruchaudet. Alors j'avais lu le tome 1, je sais plus si je l'ai pas lu l'année dernière, voilà. Donc je vous montre le tome 1 plutôt que le tome 2. Voilà, j'aime beaucoup en fait la façon dont c'est... Pas du tout failli, je vais pas dire. J'aime beaucoup la façon dont c'est fait, l'utilisation des couleurs, voilà, la façon dont tout est représenté en fait. J'adore ça, j'adore la façon dont c'est fait. J'ai un peu moins apprécié le tome 1, je pense, parce que le tome 1 était plus critique. On va dire que Céleste Albaré est très proche de Marcel Proust, et du coup, c'était pas du tout l'image que j'avais en fait de Proust. Et ça m'a un peu perturbée. Et donc là c'est le tome 2 et c'était voilà, c'était très beau, je pense que j'ai préféré le tome 2 et c'était assez émouvant et voilà, c'était voilà. Vous vous doutez, enfin vous vous doutez, j'en sais rien, mais sachez que Céleste Albaré est morte après Marcel Proust, donc bon voilà, on assiste à la mort de l'écrivain dans le texte et voilà. Mais c'était très beau, j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a aussi donné envie de lire d'autres livres, de reprendre ma lecture de Proust. J'arrête pas d'en parler, mais un jour je le ferai. Et voilà, c'était vraiment très 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 bien. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai aimé comment c'était raconté, j'ai aimé la façon dont c'était représenté, j'ai aimé l'utilisation des couleurs, j'ai aimé retrouver Céleste et Marcel Proust. Voilà, c'était vraiment très 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 bien. Ensuite, j'ai fini un audiobook, j'ai écouté The History and Enduring Popularity of Astrology de Catherine Walker, que j'ai bien aimé, mais en fait, c'est un livre que j'ai écouté en rangeant. Est-ce que non, c'était lui? Non, c'était pas lui. Je l'ai écouté en faisant autre chose, et en fait, j'ai pas réussi à en tirer tout ce que je pouvais en tirer, je pense, donc il faudra que je le réécoute. J'ai trouvé un article sur l'histoire et la popularité en fait de l'astrologie. J'adore l'astrologie, je trouve ça génial. J'aime bien en fait j'aime bien que... Enfin en fait on a oublié que c'était une science avant et que les gens y croyaient vraiment. Par exemple que Catherine de Médicis avait un astrologue. Et je trouve ça super intéressant de se replonger dans l'histoire de cette discipline et de voir à quel point elle est vilipendée maintenant et à quel point les gens s'en servent aussi à nouveau. Et oui, moi j'adore l'astrologie. Ça veut pas dire que j'y crois dur comme fer, hein, mais j'adore l'idée de l'astrologie, la symbolique de l'astrologie, ce qu'on peut en tirer, comment on peut analyser certains... Enfin analyser. Oui, en fait j'adore tout analyser, donc forcément j'utilise aussi l'astrologie pour analyser certaines choses. Voilà, elle parle aussi dans cette leçon du lien entre astronomie et astrologie, à quel moment ils ont... enfin, comment ils étaient connectés, à quel moment ils se sont écartés. Et voilà, je trouve ça super intéressant. Et notamment, j'ai bien aimé la partie, la symbolique astrologique dans l'art et dans la littérature. Voilà. Donc c'était intéressant, il faudrait que je le réécoute et que je prenne des notes en l'écoutant. Ensuite, j'ai lu The Soul of an Octopus, A Surprising Exploration of One of the World's Most Intriguing Creatures de C. Montgomery, traduit par L'âme d'une pieuvre. Je crois qu'il y a un sous-titre, mais je me souviens pas lequel. Et alors, il y a des petites photos. Voilà. Et je m'attendais à adorer ce livre et en fait, non. J'ai pas réussi à aimer ce livre autant que je le voulais. Pour une raison assez simple. Je ne sais pas si c'est assez simple. En gros, ce sont des mémoires. Et
l'autrice à plusieurs reprises est émerveillée par le degré de conscience et l'intelligence des pieuvres qu'elle rencontre à l'aquarium. Et en fait, j'avais lu un livre qui évoquait déjà l'intelligence des pieuvres avant, donc je savais ça, et du coup, voir son émerveillement m'a un peu... ça m'a un peu détaché du livre, et je me suis dit, mais bah évidemment, en fait, dans ma tête, j'étais un petit peu en mode, mais à quoi est-ce qu'elle s'attendait? Elle s'attendait à découvrir quoi, en fait? Enfin, voilà. Du coup, j'ai pas réussi du tout à être émerveillée. Il y a certains moments, quand même, qui étaient assez tristes. Et surtout, ça m'a un peu sorti aussi de cette espèce d'émerveillement que de me rendre compte que l'aquarium où elle était, où elle se portait volontaire, capturait, en fait, des pieuvres dans la nature. Et alors elle explique que ces créatures du coup sont des ambassadrices pour oui, les ambassadrices de leur espèce face aux êtres humains. Mais ils ont rien demandé en fait. Du coup, d'un côté, je trouve ça... Enfin, je sais pas quoi penser de ça en fait. Je sais pas quoi penser du fait qu'on enlève des êtres... libres et qu'on les met dans des aquariums, je sais pas quoi en penser. Voilà. D'un côté, je me dis que oui, ça permet du coup d'en apprendre plus sur eux, de les étudier de plus près, et ça permet aux hommes qui ne peuvent pas aller plonger de les voir en aquarium et d'en apprendre plus sur eux, et donc d'être plus éveillés à la nature, je ne sais pas. Mais d'un autre côté, je sais pas, ils étaient libres quoi, laissez-les où ils sont, enfin laissez-les tranquilles. Donc voilà, je sais pas quoi en penser, je suis un petit peu... voilà, puis j'ai mis tellement longtemps à lire ce livre, j'ai eu l'impression de me perdre dedans et de pas l'apprécier à sa juste valeur. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce que j'attendais beaucoup de ce livre aussi. Voilà. Et je sais que Mathieu adore ce livre, j'ai des amis qui adorent ce livre, et du coup j'étais un peu... déçue, j'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur de ce livre. Je sais pas. Et pourtant on sent que ces gens qui se portent volontaires et ces soigneurs sont là pour les pieuvres et sont heureux de travailler avec eux et font tout pour qu'ils soient, à leur aise et tout ça, et pour qu'ils vivent correctement et pour qu'ils s'enrichissent en fait intellectuellement. Et d'ailleurs il y a à un moment donné la question de est-ce que c'est pas incroyable que ces pieuvres aient la possibilité de communiquer avec une autre espèce grâce aux aquariums, mais enfin oui, voilà, je sais pas. C'est peut-être moi qui ai un problème, hein, j'en sais rien, mais je me suis, voilà, ça m'a un peu freinée dans ma lecture, mais c'est intéressant par contre. Pour ceux qui ne connaissent, enfin pour ceux qui n'ont pas conscience de l'intelligence des pieuvres, c'est génial. Puis j'ai pas non plus aimé le ton de l'autrice. Voilà, bon, je vais m'arrêter sur ce livre parce que voilà, je suis déçue d'avoir été déçue par ce livre en fait, donc voilà, j'arrête d'en parler. Mais voilà. Mais c'est quand même super intéressant pour ceux qui veulent en découvrir plus sur les pieuvres, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai lu Alexandre Dumas de Sylvain Léda, une biographie donc d'Alexandre Dumas, que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé que l'auteur donnait parfois son avis sur certaines choses, où, je sais pas, j'ai été un peu gênée parfois par le ton qu'il utilisait. Il y a aussi des moments où il va super vite. Je sais pas, il s'imagine qu'on connaît toute la chronologie de l'histoire française et du coup, bam, on passe d'un truc à un autre, enfin c'est assez rapide. En même temps, c'est assez court, donc c'est peut-être pour ça. Mais du coup, ça m'a permis d'avoir une première vision de la vie d'Alexandre Dumas qui est... ouais, qui est un petit peu spécial parce que du coup, niveau personnalité, Alexandre Dumas, c'est quelqu'un de très... voilà. Enfin, je sais pas si c'est Sylvain Léda qui le présente comme ça et qu'il n'était pas du tout comme ça dans la vraie vie, hein. Mais du coup, là, le biographe le montre vraiment comme quelqu'un qui est très... qui veut absolument avoir son moment, et du coup c'est un peu, voilà, c'est un peu spécial. On a l'impression qu'Alexandre Dumas est un grand enfant et aussi qu'il est complètement irresponsable, mais voilà, c'était quand même super intéressant et j'ai bien aimé découvrir sa vie, ça c'était cool. Ensuite j'ai écouté un autre audiobook, alors celui-là par contre je suis complètement passée à côté parce que j'étais en train de ranger et du coup j'ai pas réussi à vraiment entrer dedans. C'est Witchcraft in the Western Tradition de Jennifer McNabb, et c'est dommage parce que ça avait l'air super intéressant, mais il y avait des choses que je savais, il y en avait d'autres que je savais pas, et en fait il faudrait que je le réécoute et que je prenne vraiment des notes parce que comme je faisais autre chose, voilà, j'étais pas concentrée et du coup j'ai raté plein de trucs. Il y a un passage sur le Malleus Maleficarum, il y a un passage sur les sorcières effectives, on va dire, enfin les sorcières effectives. Il y a un passage sur les procès de sorcières
et sur le pourcentage homme-femme de sorcières qu'il y avait dans l'histoire, dans ces procès par exemple. Il y a eu beaucoup d'hommes en France, mais c'était pas le cas par exemple, c'était beaucoup moins le cas dans d'autres pays où il y avait une majorité de femmes. Mais voilà, c'était super intéressant, mais vraiment il faudrait que je revienne là-dessus et que je le réécoute en fait. J'allais dire je vais me le refaire en octobre, mais mon abonnement sera fini donc non. Voilà. Mais je lirai d'autres non-fiction sur la sorcellerie et c'est dommage, c'était vraiment intéressant, mais il faudrait que je fasse autre chose donc j'ai vraiment pas du tout réussi à me concentrer sur la lecture. Et alors c'est pas tout à fait pareil, mais j'ai aussi écouté The Burnout Generation de Anne-Hélène Peterson. J'avais lu son essai Can't Even sur le burnout dans la génération millennials. J'ai adoré son essai d'ailleurs, c'était génial, j'étais tellement 100% d'accord avec elle. Là pour le coup j'ai clairement préféré l'essai parce qu'ici ce sont des espèces d'études de cas. Elle a pris l'exemple de 3 personnes qui font partie de la génération des millennials et qui parlent de leur expérience personnelle en fait, et elle-même parle de son expérience personnelle liée au burn-out. Et oui, je pense que ça ne restera pas, contrairement à l'essai qui était vraiment génial et que j'ai très envie de relire et d'annoter. Mais oui, c'était intéressant d'avoir ces expériences de personnes qui l'ont vécu. Mais voilà, c'était pas... Je sais qu'il va pas me rester ce livre. Mais pour ceux qui veulent effleurer le sujet ou agrandir le sujet, n'importe quoi. Pour ceux qui voudraient... comment dire, approfondir le sujet, ça peut être intéressant. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture de Treasure Island de Robert Louis Stevenson. C'est l'un des livres préférés de Mathieu qui l'a lu il y a longtemps et qui l'a relu là en anglais pour la première fois. Et en fait, je ne pensais pas que c'était un livre pour enfants. Bon, voilà, déjà de base. Alors j'ai été bien intéressée par le début, c'était assez prenant. J'ai trouvé qu'il y avait un gros creux au milieu où j'étais là, mais il se passe rien en fait. Donc c'était vachement long pour moi, j'en pouvais plus. Et à partir du moment où on arrive sur l'île, c'est vachement plus intéressant. Mais j'ai eu beaucoup de mal du coup à lire ce livre, je l'ai fini en audio d'ailleurs. J'ai lu 146 pages et ensuite j'ai fini en audio, d'ailleurs j'ai dû réécouter certains chapitres parce que j'étais pas du tout concentrée. Le résultat j'ai bien aimé, c'était vraiment cool. Ça m'a donné envie d'ailleurs de lire plus de récits avec des pirates. Et c'était intéressant d'avoir l'histoire d'origine on va dire, puis qui a inspiré d'ailleurs d'autres livres, d'autres films après. D'ailleurs on s'est fait un revisionnage de Pirates des Caraïbes juste après, ou même pendant, parce que voilà, j'étais trop dans c'était ma phase pirate, écoutez, donc c'est assez rare pour y aller à fond. Et oui, c'était bien, j'ai bien aimé, bon, Stevenson écrit toujours aussi bien évidemment, j'ai bien aimé l'écriture, mais j'ai pas été complètement prise par l'histoire, et voilà, c'était sympa comme moment, mais c'est pas mon livre préféré. Je suis contente de l'avoir lu. Et du coup, je pense que je lirai encore d'autres livres avec des pirates. Il y a des passages que j'ai beaucoup aimé. Notamment, il y a un duel vers la fin que j'ai beaucoup apprécié. Et il y a aussi toute l'ingéniosité en fait du capitaine Flint que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà. C'était un bon livre. Je regarderai l'adaptation d'ailleurs, je pourrais peut-être vous faire une comparaison si vous avez envie. Mais voilà, c'était du coup ma première lecture tandem avec le livre en physique et le livre en papier. N'importe quoi, c'est la même chose. Le livre en physique et le livre en audio. Et du coup, en fait, si j'ai lu ce livre, j'avais pas prévu de le lire là. En fait, je l'ai lu parce que j'étais en train de lire Pirate, la légende du drapeau noir de Julie Proust-Tanguy. Et j'étais arrivée au chapitre qu'elle a dédié à Treasure Island. Et je savais, parce que j'avais déjà lu les chapitres précédents où elle le faisait, je savais qu'elle allait spoiler absolument tout le livre. Et je trouvais ça dommage puisqu'il était dans ma palle pour l'été. Donc j'ai préféré le lire pour ne pas être spoilée. Et j'avais raison, hein, elle spoil absolument tout. Et j'ai beaucoup aimé l'analyse qu'elle en faisait, du coup c'était vraiment intéressant d'avoir lu le roman et de lire l'analyse de Julie Proust-Tanguy. J'ai adoré Pirate, c'était génial, j'ai ajouté plein de livres à la wishlist. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça nous parle de l'histoire effective des pirates, on nous parle de la République des pirates, on nous parle de l'âge d'or des pirates, on nous parle de certains pirates très connus, on nous parle aussi du pirate dans la littérature, du pirate dans le cinéma, et aussi de la différence qu'il y a entre les vrais pirates et les pirates fantasmés on va dire par les arts. C'était vraiment super intéressant. C'est à l'image en fait de son Sorcière, hein, le sombre grimoire du féminin, que j'avais adoré. Donc voilà, j'ai préféré Sorcière parce que c'est des personnages que je préfère, mais j'ai aussi adoré Pirate, donc je vous le recommande vraiment. Le seul petit bémol que je trouve à ce livre, c'est qu'à certains moments, elle fait de très longues phrases. En fait, c'est pas vraiment de très longues phrases, c'est des phrases. Et en fait, comme elle nous parle d'exemples dans sa phrase, elle va nous mettre des parenthèses. Et du coup, j'ai trouvé que ça cassait trop le rythme de ces phrases. Et parfois, je devais relire en fait, parce que je comprenais plus ce que je disais.
Et voilà, c'était super intéressant, je vous le recommande vraiment. Ah bon, maintenant on arrive à la période automnale, mais vous pouvez lire Pirate pour Halloween, on va dire, hein. Je sais pas là. Ou alors vous pouvez le lire l'été prochain. Mais vraiment c'était super intéressant et du coup ça m'a donné envie de lire tout un tas d'autres fictions et d'autres non-fictions sur le pirate. Ensuite j'ai rangé toute ma bibliothèque, c'était assez long. Et j'ai lu... Alors attendez, hop, on est arrivé... Oui, alors j'allais me tromper. J'ai lu 3 livres, enfin j'ai fini 3 livres en une journée. Et donc j'ai plus trop quel livre j'ai lu avant quel autre. Mais du coup, donc j'ai d'abord fini un livre en physique, c'était Nick and Charlie, a Heartstopper novella et c'est aussi a solitaire novella d'Alice Oseman qui a été traduit. Et donc c'est, on va dire, l'été. Alors je sais plus quand il faut le placer celui-là, je crois que c'est... je sais qu'il intervient entre certains volumes d'Heartstopper, mais je sais plus lesquels. Je veux pas vous dire de bêtises. Mais en gros c'est un été. C'est l'été juste avant que Nick aille à l'université. Donc je crois qu'en fait c'est après le volume 4 en fait. Non, le volume 5 d'Heartstopper. Je crois que c'est ça. Et comme le premier livre de l'année, hein, qui était This Winter, donc cet hiver d'Alice Oseman qui parlait aussi de... Enfin qui était aussi dans la veine Heartstopper, j'ai pas vraiment apprécié ce livre. Je trouve que Alice Oseman n'est pas... Enfin, en fait il y a tellement d'absence de communication entre les personnages et ils sont tellement perdus dans leur imagination. Alors je sais hein, que du coup il y a un côté maladie mentale chez Charlie notamment, mais j'ai pas réussi à apprécier le... Je préfère largement les romans graphiques. Là j'ai eu beaucoup de mal. Donc voilà. J'ai pas réussi à apprécier ma lecture. Voilà. Et j'ai pas grand chose à dire sur le livre. Ouais, je sais pas pourquoi ces novellas passent pas du tout pour moi. Donc je me rends compte d'ailleurs que je n'ai apprécié aucun des romans ou des nouvelles que j'ai lues d'Alice Oseman. J'adore Heartstopper, mais j'ai lu Loveless et j'ai écouté Loveless et j'ai lu This Winter et Nick and Charlie et j'ai aimé aucun des 3. Donc voilà. J'ai 2 autres romans d'Alice Oseman. Je vais les tenter. Et si ça fonctionne pas, peut-être que juste Alice Oseman en prose n'est pas faite pour moi. Je ne sais pas. Et juste après, j'ai écouté un autre audiobook, Wolves and Werewolves in History and Popular Culture de Shannon Scott, que j'ai absolument adoré. Alors j'avais pas tellement envie de le lire maintenant, puisque c'est sur les loups et sur les loups-garous, donc je me disais que c'était parfait pour Halloween. Mais je pense que j'aurais plus ma souscription Audible à ce moment-là, et comme c'est un des Great Courses sur Audible, je ne peux l'écouter qu'avec Audible, en ayant un abonnement. Donc comme je n'en aurais plus, c'était le moment, et j'ai adoré, ma wishlist a encore explosé, j'ai adoré en apprendre plus sur le loup-garou et comment il était représenté à différentes époques. Il y a toute une partie sur le Moyen-Âge, notamment sur le bisque lavré dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur mes 30 classiques préférés. J'ai adoré, c'était génial. Et que vous dire de plus? On nous parle de mythologie, on nous parle d'horreur, on nous décrit des scènes aussi. Bon, c'était pas ça allait, mais on nous décrit des scènes quand même. Et j'ai trouvé ça super intéressant, surtout que le loup-garou c'est pas du tout une créature que j'apprécie particulièrement, hein. Elle est souvent opposée aux vampires et clairement je préfère les vampires. Mais là vraiment c'était super intéressant et oui, ça m'a donné envie d'en lire vachement plus sur cette créature qui m'intéressait pas tellement au début. Mais donc j'ai trouvé que Shannon Scott expliquait super bien, ça m'a donné envie de lire, enfin d'écouter absolument tous ces Great Courses sur Audible. Et le même jour, j'ai fini Doctor Who, The Weeping Angels of Mons, puisqu'on était allé au Mons Memorial... Non, attendez. Mons Memorial Museum, oui, avec Mathieu. Et on avait vu cette BD qui était accrochée sur un mur, on était là. C'est génial. Et donc comme on regarde Doctor Who avec Mathieu, il m'a offert cette BD pour mon anniversaire. Et je l'ai lu et c'était génial puisque les anges de Doctor Who sont une des créatures les plus terrifiantes que j'ai jamais vues de ma vie. Donc voilà, donc là les reprendre et associer à ça l'espèce de légende entre guillemets des anges de Mons, c'était génial. C'était super, j'ai beaucoup aimé les graphismes du premier. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Non, ça c'est un spoil. Oui. J'aime beaucoup les graphismes de la première histoire et en fait après on en a une deuxième. Voilà. Une deuxième où j'aime un peu moins les graphismes.
Mais voilà, j'ai très envie du coup de continuer cette série de comics. Alors c'était le tome 2, il faudra que du coup je prenne le tome 1 qui s'appelle The Revolutions of Terror. Et je crois d'ailleurs qu'ils sont traduits. Je vais essayer de vérifier, mais je crois qu'ils sont traduits. Oui, ils sont traduits, Les Anges Pleureurs de Mons. Donc vous pouvez les lire en français. Bah allez-y, hein, parce que voilà, j'adore Doctor Who et je trouve que là c'est vraiment... C'était super bien fait. Et voilà. C'était pas... Enfin j'ai pas pleuré, parce que presque tous les épisodes de Doctor Who je pleure. Mais là j'ai pas pleuré et c'était top. Ça fait peur aussi. Donc pour l'automne, c'est pas mal de se tenter ça. Même si ça se passe en été du coup, ça passe aussi pour les thématiques automnales. Il nous reste 2 livres et nous aurons terminé. Donc le livre qui a détrôné Le Comte de Monte Cristo dans le top de mes livres préférés de l'année, c'est L'été de la sorcière de Kao Nashiki, que j'ai acheté parce que 2 amies nous l'ont conseillé, Mathilde et Sarah, et elles en ont tellement bien parlé, surtout Mathilde qui a réussi à glisser des petites phrases sur le Discord qui nous ont donné à toute envie d'acheter immédiatement le livre et de le lire, que bah, je l'ai fait. Et en fait c'était très doux, c'était très beau. Ça parle de la relation d'une jeune fille qui s'appelle May avec sa grand-mère. Et alors je vous spoil pas du tout, hein. La première phrase c'est la sorcière de l'Ouest est morte et donc on sait en fait que la grand-mère est décédée. Et bah, j'ai pleuré plusieurs fois en lisant le livre, autant vous le dire, hein, puisque sa grand-mère est morte et elle va se souvenir de l'été qu'elle a passé avec elle. Et voilà, c'était super beau. Alors Mathilde m'avait prévenu que le livre pour elle se terminait à la page 170, puisque le livre est divisé en 4 parties. Et la première partie du coup c'est l'été avec sa grand-mère. Les 2 autres sont des ajouts. Que j'ai trouvé super bien aussi, hein, que j'ai trouvé très beau, mais que j'ai pas lu tout de suite. Du coup j'ai fini le roman et le lendemain matin, je l'ai fini le soir du coup, hein, je me suis presque noyée dans mes sanglots, dirons-nous, parce que c'était... La fin était vraiment très dure. C'était beau aussi, mais c'était dur. Et donc j'ai lu la suite le lendemain matin et c'était juste trop beau. C'était juste trop beau. Et alors certes c'est l'été de la sorcière, donc j'ai voulu absolument le lire à la fin de l'été là. Mais il y a sorcière, pourtant vous pouvez le lire en automne, ça passe. Parce que j'ai pas envie que vous vous disiez que vous alliez attendre enfin, si vous le lisez de manière saisonnière, n'attendez pas l'été. Ou attendez-le si vous voulez, en fait comme vous voulez. Mais ce livre est génial. Il est vraiment très beau. J'ai adoré. J'ai absolument adoré. Et voilà, forcément, ça va parler de la relation de cette petite fille avec sa grand-mère. Ça va parler aussi de ce qu'elle vit, cette jeune fille au collège. Ça va parler du lien des êtres humains avec les plantes et de la simplicité de la vie. Et de... Oui, ça pour moi, en fait, ça a touché tout un tas de ficelles. Déjà, la grand-mère, évidemment. Il y a aussi le côté chercher une vie plus simple. Oui, j'ai adoré être plus proche de la nature, le côté sorcière aussi que j'ai beaucoup aimé, enfin, c'était vraiment très beau. Et même si l'autrice a ajouté les 3 autres parties, je trouve qu'elles sont, enfin moi j'ai bien aimé en fait les lire ces parties, j'étais contente de les lire, c'était quand même beau et voilà. Je vous recommande très fortement ce livre, je ne peux pas vous le vendre plus, je peux rien vous dire de plus qu'allez le lire et c'était vraiment beau. Voilà, donc je vous remercie encore les filles de me l'avoir conseillé, elles ont bien fait. Et il me reste tout pile un petit peu de temps pour vous parler du dernier livre que j'ai lu en août. C'est un audiobook, donc c'est le 2e audiobook de Shannon Scott sur Audible dans les Great Courses. How Horror Works in Books and Film, c'était génial. Voilà, c'était génial. Ça nous parle de tout un tas d'êtres, de comment on peut faire fonctionner l'horreur dans la littérature et dans le cinéma. Il y a aussi une mention de Anatomie de l'horreur de Stephen King et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. J'ai très envie de le relire pour à nouveau prendre des notes. J'ai presque eu envie de regarder des films d'horreur à cause de cet audiobook. Je vais pas le faire. Hein. Parce qu'il y a un moment donné où elle décortique beaucoup de scènes de films et de livres. Donc elle m'a spoilé tout un tas de choses. Hein. Mais bon, comme l'horreur, c'est... Voilà, je vous ai dit que j'étais en train de lire The Ruins de Scott Smith, il y a des scènes... Je peux pas voir ça au cinéma, c'est pas possible. Hein. Le lire déjà c'est compliqué, mais alors le vivre à l'écran, c'est mort. Mais vraiment il y a des scènes qu'elle décortique et j'ai trouvé ça tellement intelligent et tellement intéressant que ça m'a donné trop envie de les voir, mais je peux pas regarder ça. Hein. Il y a notamment une scène de Halloween tournée en 2018 avec...
J'oublie tout le temps le nom de cette actrice. Jamie Lee? Non. Comment elle s'appelle? J'en ai marre de moi. En plus, je suis obligée de chercher ça sur Seriebox et je tombe à chaque fois sur des trucs. Oh, mais arrêtez. Non, parce que vraiment, les films d'horreur, je regarde pas de films d'horreur, moi. Mais non. Je regarde pas de films d'horreur, hein. Clairement, j'en ai vu certains, par exemple les Conjuring que j'adorais. Mais moi, les trucs avec du sang partout. Jamie Lee Curtis, voilà, merci, je me doutais qu'elle s'appelait Jamie Lee. Donc, elle nous parle de du Halloween de 2018 qui se passe 40 ans après, et c'était super intéressant ce qu'elle en disait. Mais je peux pas regarder ça, moi, c'est pas possible. Et donc, je crois que j'ai pas ajouté. Si j'ai quand même ajouté des films à ma wishlist à cause d'elle, mais j'hésite à les regarder parce que je me dis si c'est trop horrifique, s'il y a trop de sang, ou je peux pas. Je peux regarder des films d'épouvante, mais faut pas qu'il y ait de sang. Voilà, le sang c'est... Non, pas pour moi. Mais du coup c'était super intéressant, j'ai très envie de le réécouter pour reprendre tout un tas de notes. Et c'était... Ouais voilà, c'était génial. Donc si vous aimez l'horreur, si vous écoutez des choses en anglais, et si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas à écouter How Horror Works in Books and Film. J'ai essayé de retrouver, parce qu'elle a fait ça pour son autre audiobook, elle a fait une liste en fait de ses sources. Ce qui fait que j'ai pu ajouter tous les livres que je voulais et tous les films que je voulais dans ma wishlist et dans ma wishlist aussi de films. Mais en fait elle a pas fait ça pour cet audiobook, du coup j'étais un petit peu dégoûtée parce que j'ai pas pris de notes et du coup je ne sais plus de quel livre elle a parlé. Voilà, donc voilà, mais c'était super intéressant. Et ça rejoint du coup Anatomie de l'horreur de King que j'avais beaucoup aimé. Voilà, il me semble que je n'ai pas parlé pendant 107 ans, c'est incroyable. Bon, la vidéo est longue quand même, mais moins longue que d'habitude. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez fait de belles lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors ce sera soit un book haul, soit la palle d'automne, parce que bon, c'est le moment là, il faut faire la palle d'automne. Voilà. Coucou, à bientôt.